Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales. C'est le podcast de l'IDRI. Au cœur de l'été 2023, le programme des Nations Unies pour l'environnement publiait une statistique. Le nombre de contentieux en justice a plus que doublé en 5 ans. L'an dernier, on comptait plus de 2500 affaires portées devant la justice pour inaction climatique. Certaines sont closes, d'autres toujours en cours. Certaines à l'encontre d'États, d'autres à l'encontre d'entreprises. Et puis vous avez sans doute aussi repéré ces gros titres début avril. Coup de tonnerre, première historique, la Cour européenne des droits de l'homme venait de condamner la Suisse pour son manque d'action contre le changement climatique. On va y revenir. Autre gros titre pour un avis inédit rendu le 21 mai par le Tribunal international du droit de la mer. Il estimait alors que les émissions de gaz à effet de serre constituaient bien une pollution marine. Quelles sont les conséquences de ces décisions ? Où en est-on de la construction du droit international en matière de climat, droit public comme droit privé ? Le décryptage qu'on vous propose ici va nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans les tribunaux ces dernières années et les enjeux de ce nouveau droit international. Et c'est Marta Torreschaub qui va nous éclairer, juriste, directrice de recherche CNRS et enseignante à Paris 1 et Sciences Po. Elle est aussi chercheuse associée à l'IDRI. C'est parti. Bonjour Marta Torreschaub. Oui, bonjour. Un petit coup d'œil d'abord dans le rétroviseur pour comprendre d'où on vient, quand et comment le climat a commencé à s'inviter dans les tribunaux. À quand remonte la première action en justice qui mettait en cause l'inaction climatique ? Alors, la toute première, elle date du début des années 2000 et c'était aux États-Unis. Mais en Europe, c'est 2015 pour l'affaire dénommée Urgenda, qui était une fondation pour la protection de l'environnement, le climat, le développement durable, et qui a porté une requête devant un tribunal administratif et civil aux Pays-Bas en essayant d'obliger l'État et l'administration à avoir des politiques climatiques plus ambitieuses. Il y a eu d'autres affaires notables qu'il faut avoir en tête après l'affaire Urgenda ? Oui, alors cette affaire, elle commence donc en 2015, mais il y aura des rebondissements puisque évidemment l'État néerlandais qui est condamné une première fois va faire appel, donc avec une décision 2018 qui fera jurisprudence puisque là, non seulement l'État néerlandais sera condamné à faire plus et mieux, mais aussi il y a l'argument des droits de l'homme qui apparaît à ce moment-là. Ensuite, il y a un nouvel appel en cassation, 2019, et c'est là que ça va commencer à inspirer d'autres pays, comme par exemple la Belgique et bien évidemment la France avec l'affaire des Grands Saintes et aussi l'affaire du siècle, et en Allemagne aussi avec des affaires constitutionnelles qui sont assez remarquables. Et donc le 9 avril dernier, la Cour européenne des droits de l'homme rendait, elle, 3 arrêts depuis Strasbourg. 2 requêtes étaient jugées irrecevables, mais pour la première fois, un État, la Suisse, était condamné, mis en cause par une fondation de 2500 femmes de plus de 64 ans qui s'appelle les Aînés pour la protection du climat. Il faut s'arrêter un petit peu sur cette décision de la CEDH pour en saisir la portée. Alors oui, en effet, c'est une décision qui fera jurisprudence, la décision Verein Klimasenioringen contre la Suisse. C'est bien la première fois que la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, se prononce de manière favorable sur la question climatique. Ce n'est du coup pas du tout la première requête sur la question climatique, mais c'est la seule à jour qui a été favorable. La Cour européenne a reconnu que l'État suisse avait violé certains articles de la Convention européenne, notamment l'article 8 qui prononce le droit à la vie familiale et privée et donc à la qualité de vie également et à un habitat et au logement, et l'article 6 de la Convention qui, lui, défend le droit à avoir accès à la justice et à un procès équitable, puisque ce groupe des femmes âgées et leur association plus précisément considéraient que l'État suisse et la justice suisse n'avaient pas du tout suivi les règles des procédures, ne leur avaient pas donné accès à la justice de manière équitable, et donc elles estimaient que leurs droits avaient été pas protégés. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une décision qui conforte le lien
entre droits humains et droits climatiques? Tout à fait. Alors, par rapport à cela, je pense que cette décision, elle va inspirer beaucoup d'autres puisque c'est quand même, la première de la part de la Cour européenne qui reconnaît, ce lien indissociable entre la protection des droits de l'homme, l'éventuelle violation par un État de par, ses inactions climatiques, aussi de ces, violations de ces articles de la convention sur, les droits, humains au niveau européen. Mais, comme j'ai rappelé tantôt, ce n'est pas la première. L'affaire Urgenda, Mmh. mais au niveau d'un tribunal, national, donc, néerlandais, avait déjà reconnu, ce lien important. La Cour européenne des droits de l'homme reconnaît par ailleurs, du coup, la qualité des associations pour agir. Alors, cette qualité, bien sûr, elle avait déjà été reconnue, auparavant dans des affaires, qui n'étaient pas forcément climatiques et qui, appartenaient à d'autres droits, des droits civils et politiques ou des droits environnementaux, mais pas, forcément sur, le changement climatique. Là, c'est effectivement la première fois que la Cour européenne va considérer qu'une association qui défend les intérêts de ses associés et ses membres peut être considérée une victime par Mmh. rapport à la violation des articles 8 et 6 de la Mmh. Convention. Alors, je le disais tout à l'heure, il y a une autre décision de justice importante qui est intervenue au printemps dernier. C'est un avis consultatif, pas une condamnation, mais pourtant c'est très important. Vous allez nous dire pourquoi. C'est la décision du Tribunal international du droit de la mer, qui est un tribunal de l'ONU, qui était saisi par 9 petits États insulaires du Pacifique et des Caraïbes. Oui, c'est cela, c'est, la commission, des, petites îles et des petits États pour, le changement climatique et le droit international qui avait, saisi à l'aide d'autres pays et d'un certain nombre d'associations et aussi des universitaires qui étaient très impliqués dans cette demande d'un avis consultatif auprès du Tribunal international du droit de la mer. Ce n'est pas, la première fois qu'on demande un avis consultatif puisqu'il y a un autre qui est pendant devant la Cour internationale de justice et un autre qui est également pendant devant la Cour internationale des droits de l'homme, la Cour interaméricaine. Cela étant, celui-ci est le premier à avoir été déjà publié ce 21 mai, dernier et c'est un avis, qui est déjà historique et absolument remarquable puisqu'il reconnaît 3 choses qui sont fondamentales. Premièrement, que les océans et les mers jouent un rôle indispensable dans la régulation du système climatique et à l'inverse, le fait que la dérégulation du système climatique affecte énormément les océans et la mer et par conséquent toute la planète. Deuxième élément très important, c'est la reconnaissance des gaz à effet de serre comme des polluants et comme des polluants plus particulièrement marins. Et cela amène au troisième élément et troisième conséquence, qui est le fait de cette reconnaissance des pollutions ou des éventuelles pollutions par les émissions des gaz à effet de serre. Les États ont donc une obligation de prévenir ces pollutions, de protéger les océans contre ce type de pollution et de coopérer entre eux pour justement éviter ce type de pollution. Ce droit en construction, c'est à la fois un droit international public et c'est aussi un droit privé, puisque ce sont parfois des entreprises auxquelles les citoyens demandent des comptes. Oui, absolument. En fait, il y a aussi quelques affaires, qui sont portées, contre des entreprises et là, ça devient un peu plus complexe, mais c'est également, assez intéressant puisque les entreprises, privées, en principe, elles ont la liberté de commerce, donc elles ont, quand même la capacité et la possibilité d'agir, selon leur, propre statut et selon, leur propre charte. En revanche, évidemment, elles agissent toujours sous le contrôle des États dans lesquels se trouve le siège ou même les filières. Et c'est cela que plusieurs associations et ONG essayent de faire un peu bouger pour, d'une part, obliger les entreprises à respecter un devoir de diligence qui irait dans le sens des moins d'émissions des CO2, d'une politique avec plus de responsabilités au niveau des gaz à effet de serre et au niveau de leur, traçabilité par rapport au carbone en général et aussi à inviter les États et même à les pousser à contrôler plus et mieux les activités des entreprises. Donc, ce sont par exemple les entreprises pétrolières. Les entreprises pétrolières sont en effet les premières Ouais. ciblées,
Mais il y en a d'autres. Il y a aussi des entreprises, par exemple de l'agroalimentaire, qui ont pu exploiter des forêts, par exemple dans l'Amazonie, au risque d'une déforestation, ce qui peut avoir aussi une influence négative sur le système climatique. Il y a aussi des banques qui sont ciblées justement de par leurs activités, des financements ou d'investissements qui seraient contraires aux trajectoires qui seraient compatibles avec les objectifs de l'accord de Paris. Donc il y a plusieurs possibilités et pas seulement finalement les industries du secteur fossile. Alors on imagine que chaque affaire est spécifique, évidemment, mais qu'est-ce qui fait la différence entre celles qui aboutissent et celles qui échouent? C'est un peu difficile, à répondre, cette question parce que nous ne sommes pas encore en mesure de comprendre tous les tenants et les aboutissants de ces actions qui, finalement, ne sont pas si anciennes que ça. Elles émergent avec énormément de force, mais pour la plupart, elles n'ont pas forcément des résultats positifs. Il y en a beaucoup qui, échouent et par conséquent, c'est un peu, complexe de Mmh. donner, une réponse, je dirais, nette. Mais, il y a quelques éléments qui peuvent aider à comprendre les réussites. C'est par exemple, l'accompagnement des ONG, des sociétés civiles, déterminées, bien organisées. C'est ce qui a fait, par exemple, dans l'affaire, Verein Klimatseniorinnen, en Suisse, ça le tribunal reconnaît, la Cour européenne reconnaît que, cette affaire, était, une affaire, qu'il fallait absolument, juger en détail et c'est une des raisons aussi, de sa réussite. Un dossier bien monté, bien documenté, en l'occurrence. C'est cela et Ouais. aussi, à l'aide de la science et des expertises, fortes Mmh. qui soient, reconnues, objectives et les plus, étayées possibles. La question qu'on se pose évidemment, c'est de savoir maintenant si ces affaires vont faire une différence à l'avenir. La directrice du programme des Nations unies pour l'environnement estime que ces contentieux climatiques devant les tribunaux sont en train de devenir, je la cite, un levier essentiel pour garantir l'action climatique et promouvoir la justice climatique, pour obliger en gros les politiques à être à la hauteur des défis pour maintenir les températures en dessous de 1,5 degré. Est-ce que c'est votre avis à vous aussi, la juriste? Oui, je suis assez d'accord, sur le fait que c'est un levier important. Ce n'est pas le seul levier, bien entendu, puisque quand même la diplomatie et les négociations internationales, elles doivent aussi continuer. Également, les actions des États en interne, c'est-à-dire, comprendre que, s'ils ont, signé et ratifié l'accord de Paris, ils ont des contributions nationales, qu'ils doivent honorer et effectivement, agir dans ce sens dans leur politique. Mais ces actions en justice, effectivement, elles sont un outil, très important parce que d'une part, cela appelle la société civile à s'engager d'une certaine manière. C'est la rendre publique aussi, les éventuelles inactions, des États et cela aussi met les juges au centre de ce dialogue en les, poussant à donner un avis sur, les actions ou inactions, des États comme, 3e pouvoir, donc le pouvoir aussi, judiciaire. Merci beaucoup, Martha Torreschaub. Je rappelle que vous êtes chercheuse associée à l'IDRI, juriste, directrice de recherche CNRS et enseignante à Paris 1 et Sciences Po. Merci pour cet éclairage sur cette construction du droit international du climat. À bientôt. À bientôt, merci pour l'invitation. C'est la fin de ce podcast. Petit tour d'horizon de ce droit international en cours de construction. Pour s'attaquer à l'inaction climatique, vous retrouverez cet épisode ainsi que tous les podcasts de l'IDRI sur le site de l'Institut ou sur les plateformes d'écoute. À très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition.